Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. C'était l'un de ces soirs étrangement calmes dans notre appartement partagé, où le silence était si dense que le simple tintement de la tasse de thé de Poirot contre sa soucoupe paraissait assourdissant. Dehors, Londres était enveloppée d'un brouillard d'automne tardif et les réverbères jaunâtres projetaient une lumière floue contre les vitres. Le feu crépitait doucement dans la cheminée et Poirot, emmitouflé dans une robe de chambre en soie aussi élégante qu'impraticable, s'appliquait avec un soin maniaque à tailler sa moustache déjà irréprochable. Affalé dans mon fauteuil, je feuilletais nerveusement le journal du soir, sans vraiment lire une seule ligne, après plusieurs minutes de silence morne. Je poussai un profond soupir, soigneusement calculé pour susciter une réaction. Poirot, toutefois, poursuivit son rituel de toilette sans broncher. « Nom d'un chien, Poirot !» m'écriai-je enfin. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a eu une vraie affaire. Pas une perle m'est égarée, ni même un majordome suspect depuis des semaines. Le regard de Poirot croisa le mien dans le reflet du miroir. « Patience, mon ami », dit-il d'un ton aussi lisse que sa moustache huilée. « Les crimes, ils sont comme la pluie dans ce pays, inévitables, ils viendront. » Je grognais, peu convaincu. Et en attendant, nous sommes censés rester là, tels deux professeurs à la retraite, à attendre que les ennuis viennent frapper poliment à la porte. Exactement. Le sourire de Poirot était exaspéramment serein. Et si l'expérience nous apprend quelque chose, mon cher Hastings, c'est bien ceci. Les ennuis, rarement ils s'annoncent à l'avance. À cet instant précis, la sonnette retentit. Un carillon net et délibéré qui fendit le silence. Les yeux de Poirot brillèrent d'un éclat malicieux. « Vous voyez, ils arrivent, comme toujours, pile à l'heure. » La perspective d'une visite, surtout si elle s'annonçait urgente, m'enchanta aussitôt. « Enfin, » m'exclamai-je en bondissant de mon fauteuil, « c'est peut-être un client, Poirot. Quelque chose de palpitant, j'espère. Un vol de bijoux, une héritière disparue, un empoisonneur en fuite ?» Poirot leva une amano. « Calmez-vous, Hastings. On ne saute pas aux conclusions comme une grenouille dans un étang. » « Mais tout de même, protestai-je, un visiteur à une heure pareille a forcément une affaire à nous confier. C'est toujours la nuit que surviennent les choses les plus sinistres, non? C'est ce que disent les romans. » Poirot me lança un regard mêlé de tendresse et d'agacement. « Vous lisez trop de ces romans à sensation, mon ami. Le vrai crime, le crime authentique, n'a aucun sens du théâtre. Il survient à l'heure du petit déjeuner, durant le thé de l'après-midi, en plein jour. Et il est souvent commis non par des génies du mal, mais par les mains maladroites du désespoir. Je fis la moue, car cette perspective ne convenait guère à mon goût pour l'aventure romantique. Je préférerais tout de même quelque chose d'un peu plus atmosphérique, une abbaye hantée, ou peut-être une énigme en chambre close. Et moi, dit Poirot avec un calme olympien, je préfère une affaire qui met au défi les petites cellules grises. On peut en trouver partout, même dans une modeste enveloppe lavande. Une quoi? Fis-je, interloqué. Mais Poirot était déjà en train de se diriger vers la porte.
L'enveloppe que Poirot récupéra sur la console du couloir était d'une élégance rare. Un papier épais, de grande qualité, légèrement parfumé, teinté d'un lavande pâle. Mon excitation monta d'un cran. Un tel papier évoquait la richesse, le drame, et peut-être même un soupçon de scandale. Poirot l'examina avec une sorte de révérence, passant un doigt sur le bord gaufré. « Curieux, murmura-t-il. Ce papier, ce n'est pas seulement luxueux, c'est un style qu'on ne voit guère, en dehors de certaines vieilles familles. Son choix est tout sauf anodin. » Je me penchai par-dessus son épaule, tandis qu'il l'ouvrait à l'aide d'un coupe-papier, en extrayant une unique feuille couverte d'une écriture fine et inclinée. « Monsieur Poirot, une affaire de la plus haute importance requiert votre attention. Une jeune femme, une héritière, a disparu de Chiswick House dans des circonstances pour le moins étranges. Il est sa question d'un indice, fort inhabituel, lié à la lumière des bougies. Le temps presse. Vous comprendrez tout une fois sur place. Aucune signature. Je fixai Poirot. Un indice lié à la lumière des bougies? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? L'expression de Poirot devint indéchiffrable. Cela signifie, Hastings, que quelqu'un souhaite être à la fois énigmatique et poétique. Mauvaise combinaison pour la communication, mais excellente pour éveiller l'intrigue. Et Chiswick House, c'est bien l'ancien domaine des Welford, non? Un de ces manoirs grandioses avec plus de couloirs que de bon sens. Précisément. Poirot replia soigneusement la lettre et la tapota contre sa paume. « Venez, Hastings. Je crois que l'aventure que vous réclamiez vient de frapper à la porte. Et je vous assure, elle sera des plus éclairantes. » Poirot tenait l'enveloppe lavande entre deux doigts, la faisant pivoter sous la lumière chaude de la lampe du salon. Ses yeux se plissèrent, non à cause du contenu de la lettre, mais à la manière dont elle avait été pliée. « Vous observez, mon ami ?» dit-il sans me regarder. « Voyez comment les bords s'alignent, non seulement pliés, mais pressés avec précision. Ce n'est pas le pli distrait d'un messager pressé ou d'un clerc de notaire, non. Ceci, c'est la main de quelqu'un habitué aux belles choses. »« Ce n'est qu'une lettre pliée, » dis-je, déconcerté. « Tout le monde plie ses lettres, non ?» Poirot me jeta un regard teinté d'une pitié affectueuse. « Non, Hastings, ceci n'est pas une lettre ordinaire. Elle parle de lignage, de noblesse. De tels plis, voyez-vous, sont comme la carte de visite des vieilles familles, surtout celles d'un certain rang, qui s'accrochent aux traditions. Même dans le secret, elles laissent leur empreinte. Je ne voyais vraiment pas comment la façon dont un morceau de papier était plié pouvait révéler quoi que ce soit d'important. Mais les petites cellules grises de Poirot s'étaient déjà lancées à toute allure, me laissant loin derrière. « Donc, tu penses que cela vient de quelqu'un lié à l'une des vieilles maisons? Peut-être une grande propriété ?» Poirot leva un doigt. « Pas peut-être, mon ami, assurément. Le papier en lui-même, le parfum de lavande, l'écriture, tout a été choisi avec soin. C'est une famille qui a une haute opinion d'elle-même. Et par conséquent, notre destination est évidente. »« Chiswick House, » murmurai-je, comprenant enfin. Une fois que Poirot avait pris une décision, rien ne pouvait le faire changer d'avis. En quelques minutes, il m'ordonnait de me préparer pour un départ immédiat. Je m'agitais pour trouver mon manteau, pendant que Poirot choisissait tranquillement une paire de gants, d'une délicatesse absurde pour une soirée aussi morne. « Es-tu sûr que nous devrions y aller ce soir ?» demandai-je. « La famille Pamet serait sûrement plus disposée à nous recevoir demain matin. » Poirot renifla légèrement. « Mon cher Hastings, les crimes n'attendent pas les heures convenables. Et puis, l'urgence de cette lettre, elle parle de désespoir.
Attendre serait perdre un temps précieux. Mais tout ce que nous avons, c'est une lettre et une allusion cryptique à la lumière des bougies, protestai-je. Cela ne veut peut-être rien dire. Poirot agita un doigt vers moi. Ah non, une lettre comme celle-ci, si soigneusement rédigée et volontairement vague, est l'œuvre de quelqu'un qui craint à la fois ce qu'il sait et ce qu'il ignore. Voilà, mon ami, la véritable essence du mystère. Sur ce, il attrapa son chapeau sur le porte-manteau, l'ajusta selon un angle mathématiquement parfait et se dirigea vers la porte. Je ne pus que le suivre, le cœur battant à l'idée de ce qui nous attendait. Mais avant que nous ayons pu franchir le seuil, un léger froissement arrêta net Poirot. Un petit morceau de papier avait été glissé sous la porte. Poirot se pencha pour le ramasser, et je vis immédiatement qu'il ne venait pas de la même main que la lettre lavande. Celui-ci était écrit sur un papier ordinaire, sans grâce, presque grossier. Et l'écriture, nerveuse et précipitée, n'avait rien de l'élégance du premier message. Pourtant, son contenu fit naître un frisson glaçant. Méfiez-vous de l'homme à l'épingle de cravate en argent. Je sentis un froid soudain me traverser. Qu'est-ce que c'est encore que ça? L'expression de Poirot était plus satisfaite qu'inquiète. Vous voyez, Hastings? Déjà, l'intrigue s'épaissit. Mais qui aurait pu envoyer ça? Et comment saurait-il que nous envisagions même de prendre l'affaire? Poirot tapota le côté de son nez. Il ne nous appartient pas de savoir comment le vent décide de souffler. Mais déjà, l'atmosphère a changé. Nous ne cherchons plus seulement une disparue. Nous entrons dans un enchevêtrement de secrets, mon ami. Poirot se redressa de toute sa modeste hauteur. Ceci, déclara-t-il d'un ton solennel, n'est pas une affaire ordinaire. C'est une affaire qui touche au plus profond de l'âme d'Hercule Poirot. Il caressa une dernière fois sa moustache, d'un geste presque cérémoniel. Nous sommes appelés, non par devoir seulement, mais par le destin. Je ne pus m'empêcher de sourire. Et que dit le destin? Poirot ouvrit la porte avec panache. Elle dit « L'affaire est en marche ». Sur ces mots, nous sortîmes dans la nuit, et je sus, quoi qu'il advienne, l'ennui ne serait plus au programme. Il était près de minuit lorsque notre voiture de location s'arrêta devant les grandes grilles de fer de Chiswick House, dont la silhouette sombre se découpait sinistrement sur un ciel chargé de nuages. Une allée de gravier étroite s'enfonçait entre deux rangées de chênes centenaires, leurs branches semblant griffer le brouillard comme des doigts fantomatiques. Même moi, qui avais vu mon lot de demeures aristocratiques, ressentis un frisson inexplicable en les voyant. Poirot, en revanche, semblait parfaitement à son aise. Il était assis bien droit à côté de moi, ajustant ses gants avec une précision méticuleuse, son regard balayant la façade de la maison, tel un homme examinant un tableau à la recherche d'une symétrie. « Vous observez, Hastings, dit-il, une maison d'une grande magnificence, mais d'une joie bien maigre. » En entrant dans le grand hall, au sol de marbre, l'atmosphère était chargée de confusion et d'inquiétude. Des agents en uniforme se tenaient maladroitement près de l'escalier, tandis qu'une femme de chambre, les yeux rougis, tremblante, restait en retrait, se tordant les mains. Un inspecteur débordé, que Poirot reconnut aussitôt comme étant l'inspecteur Udenal, s'efforçait de mettre un peu d'ordre, avec un succès limité. « Ah, monsieur Poirot, dit Udenal, soulagé. Je ne savais pas que vous aviez été appelé. » Poirot sourit. « Convoqué? Non. Invité? Oui. Vous n'avez trouvé aucune trace de mademoiselle Welford? » Udenal secoua la tête. « Pas la moindre. Disparue en pleine fête, si vous pouvez le croire. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Disparue dans les airs, non. Dans un nuage de soupçons, oui. » L'inspecteur, habitué au langage singulier de Poirot,
se contenta de grogner et indiqua le salon d'un geste du menton. La famille avait à l'intérieur une drôle de bande, si vous voulez mon avis. Poirot ajusta une dernière fois les pans de son manteau. « Venez, Hastings, allons à la rencontre de ces rumeurs. » La pièce dans laquelle on nous fit entrer était grande et luxueusement meublée, bien que ses occupants actuels n'ajoutassent en guère de charme à l'ensemble. La famille Welford, accompagnée de quelques invités, se trouvait là, dans divers états de désarroi, visages pâles, nerfs à vif, et une méfiance si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le regard acéré de Poirot parcourut la salle, et je crus presque entendre tourner ces petites cellules grises. Sir Giles Welford, le frère aîné de Vénétia, se tenait près de la cheminée, raide comme un piquet, un verre de brandy à la main. Son visage était tendu, et son regard se tournait sans cesse vers la porte, comme s'il attendait, d'un moment à l'autre, soit le salut, soit la catastrophe. Assise droitement sur une chaise longue, se trouvait Lady Honoria Welford, la belle-mère de Vénétia, une femme à la prestance redoutable, dont la coiffure impeccable et les perles coûteuses contrastaient cruellement avec l'air de fragilité qu'elle s'efforçait de conserver. Près de la fenêtre se tenait M. Lionel Chase, le notaire de la famille, qui essuyait nerveusement ses lunettes. Une sueur moite perlait à son front, bien que la pièce ne fût nullement chaude. Enfin, affalée dans un fauteuil, avec une sorte de défi rebelle, se trouvait mademoiselle Lilian Grant, la plus proche amie de Vénétia. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur indéfinissable, de la peur, peut-être, ou du ressentiment. Poirot incline poliment la tête vers l'assemblée. « Messieurs, mesdames, je suis Hercule Poirot, et si je suis ici, c'est parce que, comme toujours, la vérité exige d'être découverte. » À cette déclaration, un silence gêné s'abattit sur la pièce. Le regard de Poirot passa de visage en visage, et je sus qu'à ses yeux, l'enquête venait déjà de commencer. Sir Giles Welford restait près de la cheminée, verre en main, tenant une posture de confiance forcée. Il avait l'allure d'un homme habitué à commander, mais quelque chose en lui semblait fragile, comme une structure trop longtemps exposée aux tempêtes. Poirot s'avança avec délicatesse, les mains croisées dans le dos. « Sir Giles, me permettez-vous de vous déranger un instant? Vous excuserez, je l'espère, la nature inquisitrice d'Hercule Poirot. » Sir Giles grogna, comme s'il consentait à accorder audience à un sous-fifre. « Je suppose que vous venez ajouter votre grain de sel à cette mascarade? Eh bien, je vais vous éviter du temps. Je ne sais rien de la disparition de ma sœur. » Le sourire de Poirot était courtois, mais son regard perçant. « Mais bien sûr, c'est ce que l'on dit toujours au début, et pourtant... » Son regard balaya la pièce. « Il y a quelque chose de curieux. Vous vous tenez près du feu, et pourtant, des gouttes de sueur perlent à votre front. Il ne fait pas si chaud, n'est-ce pas? » Sir Giles fronça les sourcils. « Cela ne vous regarde pas. » « Ah, mais si. Voyez-vous, monsieur, la culpabilité laisse des traces, sur les mains, dans la voix, dans les regards qui fuient sans raison. Par exemple, vous jetez sans cesse un œil vers le buffet. Pourquoi? » La mâchoire de Gilles se crispa. « C'est une habitude, et tout cela est ridicule. » Poirot s'approcha du buffet et passa un doigt sur sa surface polie. Ici se trouvait le vieux candélabre en argent de la famille, oui? Le visage de Gilles pâlit. J'imagine que oui. Curieux. Il avait été déplacé récemment, non? Pas de réponse. La voix de Poirot se fit plus douce. Dites-moi, Sir Giles, à combien s'élèvent vos dettes? Le verre trembla dans la main de Gilles. Cela n'a rien à voir avec cette histoire. Au contraire, mon ami, cela a tout à voir.
lorsqu'on peut hériter d'une fortune si sa sœur disparaît. On peut voir dans la tragédie une opportunité. Sir Giles abattit son verre sur la tablette. « Je n'ai rien fait à Venetia. » Poirot s'inclina légèrement. « Bien entendu, mais le mal et le profit sont souvent cousins, n'est-ce pas ?» Lady Honoria Welford nous reçut dans son salon privé, une pièce remplie de chintz, de sachets de lavande et d'un parfum lourd qui s'accrochait à l'air comme le soupçon lui-même. Elle était assise droite, les mains si fermement jointes que ses jointures en étaient blanches. Poirot incline respectueusement la tête. « Lady Honoria, je vous suis très reconnaissant pour ce moment. Je sais combien cela peut être difficile. » Son sourire était tendu. « J'imagine que vous poserez les mêmes questions que la police. Je n'ai rien à ajouter. » Poirot s'assit, les mains croisées sur les genoux. « Permettez-moi, madame, de ne pas parler du crime, mais de mademoiselle Venetia elle-même. Étiez-vous proche ?» Les yeux de Lady Honoria vacillèrent. « Aussi proche que peut l'être une belle-mère, je suppose. Et pourtant, elle se confiait à vous, non ?» La dame se raidit. « Se confier? Je ne crois pas que... » « Ah !» Le sourire de Poirot était discret. « Mais voyez-vous, madame, il paraît que mademoiselle Venetia avait appris quelque chose de... comment dirais-je? Délicat. » Le visage de Lady Honoria se figea. « Que sous-entendez-vous » Le regard de Poirot se fit plus perçant. « Une liaison, peut-être. Une histoire qui, révélée, ruinerait une réputation. » Un silence pesant s'installa. Les lèvres de Lady Honoria se pincèrent. Ce sont là de viles suppositions. La voix de Poirot s'adoucit. « Mais ce ne sont pas des suppositions, madame, lorsque le murmure vient de mademoiselle Venetia elle-même. Une lettre existe, n'est-ce pas ?» Lady Honoria se leva brusquement. « C'est intolérable. » L'expression de Poirot ne varia pas. « Vous voyez, madame, la vérité, elle finit toujours par surgir. Même lorsque la porte est fermée à double tour, si Venezia menaçait de révéler quelque chose... » « Je ne lui ai rien fait, » s'écria Lady Honoria, la voix tremblante de panique. « J'ai peut-être souhaité qu'elle se taise, mais ce n'est pas la même chose. » Poirot se leva avec calme. « Un choix de mots, fort curieux, madame. » Monsieur Lionel Chase était assis dans la bibliothèque, tordant nerveusement son mouchoir. C'était un homme mince, à l'air nerveux, comme un écolier pris en flagrant délit de triche. Poirot s'approcha avec la grâce d'un chat traquant sa proie. « Monsieur Chase, je suis très curieux de votre dernière conversation avec mademoiselle Venetia. On vous a vu parler près des bougies, oui ?» Chase déglutit difficilement. « Je lui demandais simplement si elle avait les documents qu'elle m'avait promis. Des papiers légaux. Elle avait dit qu'elle me les remettrait pendant la fête. » Poirot se pencha légèrement. « Et pourtant, elle ne l'a pas fait. »« Non. » Chase essuya son front. « Elle m'a donné ceci. » Il sortit de sa poche un petit morceau de papier froissé, légèrement brûlé à un coin. C'était un dessin de bougie. Les sourcils de Poirot se haussèrent. Quelle intrigue! Et la signification? Aucune idée, répondit Chase, la voix brisée. Et ce matin, j'ai trouvé ça. Il sortit d'une autre poche une épingle de cravate en argent. Elle n'est pas à moi. Quelqu'un l'a glissée dans mon manteau. Je soufflais à côté de Poirot. Une preuve fabriquée, si j'en ai jamais vu une. Le sourire de Poirot fut à peine perceptible. Vous voyez, Hastings, certains indices crient, d'autres chuchotent. Celui-ci chuchote un peu trop fort. Mais qui ferait une chose pareille? Chase tordait ses mains. Je n'ai pas d'ennemis ici. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et c'est bien là le problème, monsieur. On n'a pas besoin d'ennemis pour se retrouver pris au piège. Parfois, il suffit d'être au mauvais endroit, sous la mauvaise lumière. Mademoiselle Lillian Grant
était assise dans une posture que l'on ne pouvait qualifier que de provocante, les bras croisés, le menton légèrement trop haut. Je connaissais cette attitude, celle d'un officier mis en cause qui n'en pensait pas moins. Poirot, insensible à son air revêche, la salua avec élégance. « Mademoiselle, c'est une circonstance bien malheureuse qui nous réunit. » Les yeux sombres de Liliane étincelèrent. Vraiment, tout le monde agit comme si Vénétia était une sainte descendue du ciel. Mais vous ne penseriez pas cela si vous la connaissiez vraiment. Cette sortie me surprit, mais Poirot se contenta d'incliner la tête. Ah, les émotions. Elles trahissent tant, n'est-ce pas? Vous étiez amis proches, non? Liliane laissa échapper un rire sec. Amis, jusqu'à ce qu'elle me vole mon fiancé sous le nez. Rupert Cavendish et moi étions pratiquement fiancés. Et puis Vénétia. Elle s'interrompit, les lèvres contractées. Le regard de Poirot se fit perçant. « Et donc, vous l'avez suivi ce soir-là » Liliane pâlit. « Qui vous a dit cela ?»« Mais non, » dit doucement Poirot. « Ce n'est pas dit, c'est ressenti. Vous voyez, mademoiselle, la jalousie laisse des empreintes sur le cœur. »« Je l'ai suivi, » admit Liliane à contre-cœur. « Je voulais prévenir Rupert, lui ouvrir les yeux sur ce qu'elle était vraiment. Mais je l'ai perdue dans la foule. » Poirot acquiesça doucement, comme pour apaiser un enfant. « Et la colère, elle s'est apaisée ensuite ?»« Non, » répondit Liliane, avec amertume. « Mais je ne lui ai rien fait, je le jure. Elle avait déjà disparu quand je suis arrivé sur la terrasse. » Poirot se leva, l'expression indéchiffrable. « Merci, mademoiselle, vous m'avez donné matière à réflexion. » Alors que nous regagnions le grand hall, je ne pus m'empêcher de parler. « C'est un sacré sac de nœuds, Poirot. Chacun dans cette maison semble avoir une raison de détester Vénétia. Justement, mon ami, » acquiesça Poirot, bien que son ton ne trahît aucun découragement. « Mais voyez-vous, ce n'est pas le mobile qui m'intéresse le plus, ce sont les erreurs. Et déjà, il y en a plusieurs. » Il les énuméra sur ses doigts. D'abord, l'épingle de cravate en argent, appartenant à Sir Giles, retrouvée dans la poche de M. Chase. Un jeu de cache-cache, n'est-ce pas? Une fausse preuve, suggérai-je. Peut-être, ou peut-être un message. Ensuite, il y a l'ombre. Quelle ombre? Le valet, mon cher Hastings. Il a aperçu une ombre, glissant silencieusement près du candélabre de la salle de bal, juste avant la disparition de mademoiselle. Mais qui projette une ombre lors d'un bal masqué? N'importe qui, dis-je, cela ne nous avance pas à grand-chose. Au contraire. Poirot esquissa un sourire rusé. Une ombre qui attire l'attention n'est pas une ombre, c'est une mise en scène. Avant que je puisse lui demander ce qu'il entendait par là, Poirot s'arrêta, net devant la porte, donnant sur les jardins. Et enfin, la bougie. « Quelle bougie ?» demandai-je. Poirot désigna la table où reposait une bougie solitaire, brisée net en deux. Et l'artecle a été retrouvé dans le labyrinthe du jardin. Mais pourquoi une bougie, provenant du salon de bal, se serait-elle retrouvée à l'extérieur? Je secouai la tête, complètement dépassé. C'est absurde. L'absurde, mon ami, dit Poirot, n'est que la logique déguisée. C'est un valet qui tomba par hasard sur le candélabre lors de notre visite de la maison. Caché derrière l'escalier des domestiques, le lourd objet d'argent avait été jeté là, comme si quelqu'un avait tenté de le dissimuler, puis avait perdu courage à mi-chemin. Poirot s'agenouilla devant lui avec une sorte de respect, ses doigts suivant les délicats motifs ciselés. « Le candélabre des Welford » murmura-t-il, « magnifique. » Et pourtant, il souleva l'un des bras de l'objet, où des coulées de cire figée s'accrochaient obstinément à l'argent. Les bougies,
Elles ont dégouliné de manière excessive, voyez ici et ici. Hastings, le narrateur consciencieux que j'étais, ne vit rien d'autre que de la cire fondue. Toutes les bougies coulent, dis-je. Ah non. Poirot agita un doigt. Pas comme celle-ci. Observez, le motif. Il est irrégulier, comme si la cire était tombée. Délibérément. Délibérément, répétai-je. Mais pourquoi quelqu'un? Les yeux de Poirot brillèrent. Réfléchissons, mon ami. Si l'on souhaite transmettre un message sans oser l'écrire clairement, quel meilleur moyen que de laisser une bougie chuchoter en cire? L'idée me sembla si étrangement folle que je restai bouche bée. Poirot, lui, semblait enchanté. « Mais que dit-elle » demandai-je. Poirot se releva, les mains croisées, avec soin. « Voilà, Hastings, la question pour les petites cellules grises. » En retournant vers le salon, Poirot s'arrêta sur le seuil et jeta un regard en arrière vers le candélabre abandonné. « Une bougie qui laisse couler ses secrets, » murmura-t-il, « est une bougie qui ne ment jamais. » Je fronçai les sourcils. « Que signifie cela ?» Poirot se contenta de sourire, ce sourire exaspérant et omniscient qui précédait toujours le moment où je me sentais particulièrement obtus. « Patience, mon ami. La lumière vacille peut-être, mais la vérité, elle, finira toujours par briller. » Sur ces mots, il entra dans la pièce avec panache, me laissant, une fois de plus, dans l'obscurité la plus totale. Le matin se leva sur Chiswick House, dans une atmosphère tendue, une de ces tensions feutrées qui s'installent dans les maisons, où les sourires polis ne sont que des masques pour la suspicion. Les Welford et leurs invités s'étaient réunis à contre-cœur à la demande de Poirot, et en observant mon ami se préparer, je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa méthode. Il n'y avait pas d'interrogatoire à la manière de la police, pas de cris ni d'accusations. Poirot agissait comme un chirurgien, délicat, précis, implacable. Il commença, comme toujours, par l'art subtil de la conversation désarmante. « Vous me pardonnerez, mesdames et messieurs ?» dit-il en joignant les mains avec une humilité exagérée. « Si mes questions vous paraissent, comment dire, insignifiantes. Mais vous voyez, la vérité, c'est une créature qui se cache dans les plis des moments ordinaires. C'était là tout le génie de Poirot. Il faisait croire aux gens qu'ils étaient en sécurité, pour ensuite révéler leurs nerfs les plus sensibles d'un simple coup de fil rhétorique. À Lady Honoria, il posa une question sur sa préférence pour le thé Earl Grey plutôt que le Darjeeling, une question qui mena, d'une manière ou d'une autre, à évoquer qui avait vu Vénétia pour la dernière fois près des bougies du salon. À mademoiselle Liliane, il demanda ce qu'elle pensait de la robe choisie par Vénétia pour la fête, ce qui déclencha une diatribe tangente sur l'éthique de voler les prétendants d'autrui. J'avais du mal à suivre. Les questions de Poirot semblaient d'abord ridiculement hors sujet, mais je l'avais déjà vu opérer cette magie. Chaque question apparemment innocente menait, pas à quelque chose d'inconfortable, un silence gêné, un regard fuyant, une main qui se crispe sur une tasse. Il parle à M. Lionel Chase de questions juridiques et de devoir des bougies pendant la fête, une tradition étrange chez les Welford, où un homme non marié devait s'assurer que toutes les bougies restent allumées toute la soirée. Chase avait rempli ce rôle et semblait désormais le regretter amèrement. Lorsque les suspects furent congédiés, je me tournai vers Poirot, exaspéré. « Tu n'as posé aucune question directe sur la disparition de Vénétia. » Poirot sourit sereinement. « Ah, mon cher Hastings, la question directe, elle effraie. La question indirecte, elle dévoile. Et déjà je sais qui craint quoi. » Sir Giles nous attendait dans la salle de billard lorsque Poirot entra, affichant une désinvolture agressive, bien que la poigne tendue sur sa queue
trahi, autre chose. Son verre, posé à côté de lui, tremblait légèrement, intact. « Asseyez-vous, mon ami, » dit Poirot avec bienveillance. « Je ne joue pas au billard, voyez-vous. Les angles, ils me perdent. » Sir Giles poussa un rire sec, dénué d'humour. « Que voulez-vous encore, Poirot? Vous avez déjà assez farfouillé. » « Ah, mais farfouiller, c'est tout un art, comme le sculpteur avec sa glaise, n'est-ce pas ?» Giles grimaça. « J'ai déjà tout dit à la police. J'étais dans le bureau presque toute la soirée. » « Presque. » La tête de Poirot s'inclina légèrement, comme un oiseau intrigué. « Pas toute la soirée. » Giles fronça les sourcils. « J'ai pris l'air, 1 ou 2 fois. » « Ah, pour prendre l'air. » Poirot sortit de sa poche un petit fragment de cire argentée, qu'il déposa délicatement sur la table. « Peut-être avez-vous vu ceci lors de votre promenade ?» Le regard de Giles vacilla involontairement en direction du buffet, là où se trouvait jadis le vieux candélabre de la famille. Poirot suivit ce regard avec une satisfaction silencieuse. « Vous voyez, Sir Giles, » dit Poirot doucement, « j'ai une certaine affection pour les bougies. Elles sont révélatrices, non ?» La main de Giles se resserra autour de la queue de billard. « Où voulez-vous en venir ?» La voix de Poirot resta douce. « Simplement ceci. Lorsqu'on déplace une bougie, elle laisse des preuves, de petites éclaboussures de cire, comme des miettes de pain dans l'obscurité. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répliqua Giles sèchement. « Et si vous m'accusez d'avoir fait du mal à Vénétia ?»« Non, non !» Poirot leva la main. « Je n'accuse rien. J'observe. Et j'observe qu'un homme qui clame son innocence ne devrait pas transpirer autant pour une simple question. » Le visage de Giles s'assombrit, mais il ne dit rien. En quittant la pièce, je demandai à Poirot s'il pensait que Giles était coupable. La réponse fut, comme toujours, exaspérément vague. « Coupable de quelque chose, mon ami? Mais est-ce le crime que nous cherchons ?» Cela reste à voir. Lady Honoria Welford nous attendait dans son boudoir, assise raide sur une chaise de velours près de la fenêtre, les mains si fermement jointes que ses bagues s'enfonçaient dans la chair de ses doigts. Elle nous accueillit avec un sourire crispé, le genre de sourire qu'une hôtesse arbore quand elle soupçonne que ses invités sont venus estimer l'argenterie. Poirot, toujours maître de la courtoisie, s'inclina profondément. « Madame, je vous remercie pour votre temps. Je sais combien il est difficile de revenir sur une soirée si chargée d'émotions. » Lady Honoria eut un petit rire contrôlé. « Émotion ? Je dirais plutôt que cela a été plus gênant qu'émouvant. Vénétia est une fille impulsive. Elle se cache probablement dans un hôtel, en attendant que le drame mûrisse. Je trouvais cela bien étrange, venant d'une belle-mère dont l'énigmatique belle-fille venait de disparaître. » Mais Poirot se contenta de sourire doucement. « Quelle sagesse dans les affaires de famille, madame. Voyez-vous, on me demande souvent si les familles cachent des secrets. Mais je réponds, non, les familles ne cachent pas les secrets. Elles les décorent comme un arbre de Noël. » Le sourire de Lady Honoria vacilla. « Je vous assure qu'il n'y a aucun secret dans cette maison. » Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Vraiment ? Et pourtant, vous seriez surprise de voir combien souvent un secret se tient juste à côté d'une bougie. » Sa main, fine et manucurée, se figea sur l'accoudoir. « Je vous demande pardon ? Une bougie, madame. » La voix de Poirot restait légère, presque conversationnelle. « Mademoiselle Vénétia a été vue en train de parler à Monsieur Lionel Chase, juste à côté du grand candélabre, peu avant sa disparition. Un choix de compagnie, des plus intéressants, non ?» Le visage de Lady Honoria pâlit. Son masque de sang-froid se fissura comme une mince couche de glace. « Lionel ?
Pourquoi aurait-elle parlé avec Lionel? Ah, Poirot se pencha légèrement vers elle. Donc, vous étiez au courant de ce qui se passait entre eux? Ses doigts tremblèrent contre le tissu. Ce qui se passait? Je ne comprends pas. Le regard de Poirot s'aiguisa. Une certaine lettre, peut-être, une lettre qui pourrait compliquer les relations. Elle se leva brusquement, renversant un petit vase au passage. C'est absurde, si vous insinuez que Vénétia me faisait du chantage. Je n'insinue rien, madame, répondit Poirot avec douceur. Je constate seulement que votre réaction en dit bien plus que vos paroles. Nous n'eûmes aucune difficulté à retrouver Monsieur Lionel Chase. Il faisait les 100 pas dans la bibliothèque, ses lunettes glissant sans cesse sur son nez, et son mouchoir tordu entre ses doigts semblait avoir bien souffert. Il sursauta en voyant Poirot entrer, comme s'il s'attendait à voir arriver un bourreau. « Je vous jure, j'ai tout dit à la police !» s'exclama-t-il, avant même que Poirot ait ouvert la bouche. Poirot, parfaitement imperturbable, s'installa dans un fauteuil. C'est toujours très intéressant, mon ami, lorsqu'un homme dit qu'il a tout dit. Cela signifie, bien souvent, qu'il a tout dit, ce qui l'arrange. La pomme d'Adam de Chase monta et descendit. « Que voulez-vous de moi ?» Le regard de Poirot se posa un instant sur l'épingle de cravate en argent posée sur le bureau. Un petit objet élégant, gravé des armoiries des Welford. Ceci, par exemple, on l'a retrouvé dans la poche de votre manteau, n'est-ce pas? Oui, et je n'ai aucune idée de comment elle est arrivée là, s'exclama Chase, tordant de plus belle son mouchoir. Je ne savais même pas qu'elle existait avant ce matin. Poirot esquissa un sourire à peine visible. Et pourtant, quelqu'un a voulu très fort que vous la possédiez. Un curieux cadeau, non? Chase s'effondra sur une chaise. C'est ridicule. Oui, j'ai parlé à Vénétia près du candélabre, mais uniquement parce qu'elle m'a fait appeler. Ah? Poirot pencha la tête. Et qu'y avait-il d'assez urgent pour qu'elle vous convoque? Chase fouilla dans sa poche et en sortit un petit papier froissé. Elle m'a donné ceci. Elle a dit que cela expliquerait tout. Poirot prit le papier avec le plus grand soin, le déplia doucement. Dessus figurait un simple croquis, une haute bougie avec de la cire fondue coulant le long de son flanc. Rien de plus. Je me penchai par-dessus son épaule. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La voix de Chase était tendue. Je pensais que c'était une sorte de plaisanterie. Mais ensuite, elle a disparu. Et cette épingle est apparue. Et j'ai compris qu'on essayait de me piéger. Poirot se leva, repliant le papier avec soin. « Non, monsieur, on ne vous piège pas, on vous invite. »« On m'invite ?» Chase avait l'air complètement perdu. « Oui, invité dans un jeu, où les bougies parlent plus fort que les invités. » Mademoiselle Lilian Grant fut convoquée dans le petit salon du matin, un endroit que Poirot semblait avoir choisi délibérément. C'était un espace délicat, fauteuils à franges, papier peint pâle, et cette atmosphère feutrée qu'on associe aux secrets chuchotés plutôt qu'aux confrontations éclatantes. Elle entra, le dos raide, le menton levé avec défi, mais ses doigts agrippaient nerveusement le tissu de sa jupe. J'avais depuis longtemps appris à reconnaître la manière subtile dont Poirot savait faire tomber les défenses d'un suspect. Et il s'y employa aussitôt, non par l'accusation, mais par la bienveillance. « Merci, mademoiselle, d'être venue, » dit Poirot, comme s'il l'invitait à prendre le thé. « Je sais que tout cela est désagréable. » Elle laissa échapper un rire cassant. « Je suppose que vous voulez savoir si j'ai tué Vénétia. » Poirot secoua la tête avec gravité. « Non, mademoiselle, je veux savoir si vous avez été honnête avec vous-même. » Son assurance vacilla, et elle s'effondra dans un fauteuil. « Je la détestais, » murmura-t-elle,
C'est ça que vous voulez entendre? Je l'ai suivie ce soir-là. Je pensais la surprendre en train de faire quelque chose de scandaleux. Poirot incline la tête, sa voix douce, mais implacable. Et pourquoi, mademoiselle, désiriez-vous tant la surprendre ainsi? Les mains de Liliane se tordaient dans son giron. Parce qu'elle m'a pris Rupert Cavendish. Il devait me demander en mariage l'an dernier. Mais Vénétia, avec sa beauté, sa fortune, elle est arrivée et a tout gâché. Et alors vous l'avez suivie? Oui, dit-elle d'une voix brisée. Elle est sortie par la porte latérale, et je suis allé après elle. Je pensais que si je pouvais la surprendre dans quelque chose de compromettant, je pourrais montrer à Rupert qui elle était vraiment. Hastings, incapable de se retenir, posa la question évidente. « Et vous l'avez surprise ?» Liliane secoua la tête. Elle avait déjà disparu quand je suis arrivé dans le jardin. Je vous jure, je ne l'ai plus revue. La voix de Poirot resta calme. « Vous n'avez vu personne? Pas d'ombre près du candélabre ?» Les sourcils de Liliane se froncèrent. « La seule personne que j'ai vue, c'est Sir Giles. Il faisait les 100 pas près de la terrasse, en marmonnant pour lui-même. » Poirot s'adossa, les doigts croisés, en prière. « Merci, mademoiselle, vous avez été des plus utiles. » Lorsqu'elle quitta la pièce, Poirot esquissa un léger sourire. Lorsque la jalousie guide les pas, elle oublie souvent de regarder sous ses pieds. L'heure qui suivit fut une véritable démonstration de ce que Poirot appelait l'art du pelage psychologique. À mesure que chaque suspect était interrogé, la fiction rassurante des alibis solides se délitait comme une vieille tapisserie, des fils desserrés partout, sans jamais vraiment se rejoindre. Sir Giles affirmait, par exemple, avoir passé l'essentiel de la soirée dans le bureau, à rédiger des lettres et revoir les comptes du domaine. Mais le valet, un homme fiable et sans intérêt personnel, se souvenait l'avoir vu rôder près des bougies du salon de bal peu avant minuit, en train de marmonner, les tempes frottées, comme un homme aux prises avec sa conscience. L'alibi de Lady Honoria n'était pas plus solide. Elle avait assuré avec confiance que sa femme de chambre, Edith, était restée avec elle toute la soirée. Pourtant, sous le questionnement calme de Poirot, Edith avoua s'être assoupie dans la lingerie, après avoir bu un punch étrangement fort servi durant la réception. Poirot se contenta de sourire lorsque je fis remarquer la commodité de cette coïncidence. Quant à Lionel Chase, il prétendait avoir quitté le bal plus tôt à cause d'un mal de tête. Mes deux invités distincts affirmèrent l'avoir vu rôder près de l'escalier des domestiques, bien après l'heure à laquelle il disait s'être retiré. Et Liliane Grant, sa confession d'avoir suivi Vénétia, fut corroborée, mais son insistance à dire qu'elle n'avait vu personne d'autre entrait en contradiction flagrante avec le témoignage d'une cuisinière, qui affirma avoir vu une ombre se diriger vers l'aile des domestiques quelques minutes seulement après le retour de Liliane à l'intérieur. C'était un écheveau de contradictions. « C'est un sacré bourbier », grommelai-je en faisant les 100 pas dans le couloir aux côtés de Poirot. Tout le monde ment, mais aucun d'eux ne semble avoir réellement commis le crime. Poirot haussa les épaules avec légèreté. « Mais oui, mon ami, c'est un enchevêtrement. Mais vous oubliez, les nœuds n'existent que lorsque la vérité a été volontairement entortillée. Il faut se poser la question. Qui profite le plus du désordre ?» Il tapota sa tempe, les yeux pétillants. « Le coupable, Hastings. Il tisse son récit comme l'araignée tisse sa toile, non pour y enfermer la vérité, mais pour y piéger les innocents qui s'approchent trop près. Malgré sa confiance, je ne me sentais pas plus près de comprendre le mystère. Mais une chose était sûre, les murs se refermaient, et la vérité commençait à vaciller.
comme une flamme dans un courant d'air. Je me suis toujours considéré comme un homme raisonnable. Je ne possède pas les pouvoirs quasi surnaturels de déduction de Poirot, mais j'aime croire que je sais suivre un raisonnement logique lorsqu'il est bien tracé. Or, en cette occasion particulière, j'avais l'impression que Poirot n'avait pas tant tracé un chemin qu'éparpillé des miettes dans une tempête. Nous étions assis dans la bibliothèque après sa matinée d'entretien, et je ne pus me contenir davantage. Poirot, commençai-je en essayant de prendre un ton posé, qu'avons-nous réellement accompli? Chaque suspect a menti d'une manière ou d'une autre, chaque alibi s'est effondré sous la pression, et pourtant nous ne semblons pas plus proches de retrouver Vénétia ou de comprendre ce qui s'est passé. Poirot joignit les doigts, me fixant avec une sérénité exaspérante. « Mon ami, dit-il, vous faites l'erreur la plus anglaise qui soit. Vous voulez que les faits défilent en ligne, comme des soldats au pas. Mais la vérité, Hastings, la vérité est une danseuse. Cette envolée poétique ne fit rien pour apaiser mon agacement. Et quel genre de danse implique des épingles de cravate en argent, des bougies égarées et un notaire qui collectionne des croquis au lieu de vraies preuves? Poirot hocha la tête avec satisfaction. Justement, vous avez remarqué l'irrégularité. Bravo, Hastings, vous progressez. Je n'y comprends toujours rien, protestai-je. Sir Giles transpire comme un homme pris en flagrant délit. Lady Honoria se comporte comme si elle dissimulait tous les scandales depuis les guerres des Deux Roses. Et le pauvre Lionel Chase a l'air prêt à avouer n'importe quoi si on le regarde 10 secondes d'affilée. Poirot sourit, ce sourire que je détestais le plus, calme, triomphant, comme si toutes les réponses étaient déjà bien rangées dans sa tête. Excellentes observations. Et pourtant, mon cher, vous voyez tout, mais vous n'observez rien. Ce fut la goutte d'eau. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Poirot se leva, ajustant ses manchettes avec la précision d'un homme prêt à rencontrer la royauté. Cela signifie, Hastings, que les réponses sont toutes là, brillantes comme des bougies dans l'obscurité. Mais vous, mon ami, vous êtes ébloui par la lumière, et vous manquez les ombres. Si cela avait été censé m'éclairer, ce fut un échec total. En quittant la bibliothèque, Poirot s'arrêta près du grand candélabre en argent, désormais replacé à sa juste place sur le buffet. Il en effleura délicatement la tige polie du bout des doigts, avec une expression presque paternelle. « Mon ami, dit-il doucement, les bougies sont très instructives. »« Comment ça ?» demandai-je, toujours irrité par ces énigmes. « Réfléchissez à ce que fait une bougie, Hastings. Elle éclaire, mais seulement ce qui se trouve directement devant elle. Tout ce qui est au-delà de la flamme reste caché. » Je fronçai les sourcils. « C'est vrai, mais alors ?» Poirot tapota doucement le candélabre, et des flocons de cire de la soirée précédente, pas entièrement nettoyés, tombèrent sur le bois verni. Quand la lumière est trop vive, mon ami, on ne voit que ce qu'on veut bien vous montrer. Mais si vous regardez les bords, aux limites de l'éclat, c'est là que la vérité se dissimule. Je le fixai, totalement perdu. Et c'est censé m'aider. Poirot me gratifia de son sourire le plus énigmatique. À la fin, Hastings, cela vous aidera énormément. Comme toujours, il était irritant de certitude, et comme toujours, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire. C'est Poirot lui-même qui insista pour que la confrontation finale ait lieu dans la grande salle à manger, dans des conditions identiques à celles de la nuit où Vénétia Wellford avait disparu. Le personnel, perplexe mais obéissant, avait réinstallé la pièce exactement comme lors du bal masqué, candélabre vacillant, rideau à demi tiré, et la longue table en acajou poli comme un miroir. Les suspects,
Sir Giles, Lady Honoria, Lionel Chase et Mademoiselle Liliane étaient assis autour de la table, mélange curieux de défi et d'appréhension. Tous savaient, à leur manière, qu'ils étaient sous suspicion, mais aucun ne pouvait deviner jusqu'à quel point Poirot avait percé leur défense. Je me tenais à l'écart, carnet en main, bien décidé à ne rien manquer. Poirot, impeccable dans son habit du soir, s'attarda un instant à ajuster l'angle de sa serviette avant de s'adresser à l'assemblée. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, si je vous ai réunis ce soir, ce n'est pas pour accuser, mais pour éclairer. Comme ces bougies qui vacillent si gracieusement, la vérité a été à la fois visible et dissimulée. Il est temps, enfin, de dissiper les ombres. » Les flammes dansaient sur les murs, projetant des ombres longues et ondoyantes, donnant à la pièce une allure presque spectrale. Sir Giles se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise, et je remarquai que Lionel Chase ne cessait d'essuyer ses mains sur son mouchoir, bien qu'elles ne fussent pas humides. Poirot se dirigea vers la tête de la table, là où se trouvait la place de Vénétia la nuit de sa disparition. « C'est ici, dit-il doucement, que commence notre histoire. Mais comme toutes les bonnes histoires, ce que l'on nous a montré n'était pas le véritable commencement. » Il marqua une pause, ajustant délicatement les couverts devant lui. « Car, voyez-vous, c'est une histoire de tromperie, mais pas une grande tromperie théâtrale comme dans les romans. Non, non. C'est une tromperie familiale, tissée de petits mensonges du matin, de demi-vérités échangées dans les couloirs, de silences lourds autour de l'argenterie ancienne. Il les regarda un à un. « Ce soir, mes amis, je vais reconstituer le crime tel qu'il s'est réellement déroulé. » Les bougies vacillèrent à ce moment précis, comme sur commande, et la pièce sembla retenir collectivement son souffle. Poirot s'éclaircit la gorge, un son plus théâtral que nécessaire, et leva un doigt dans les airs. J'avais vu ce geste auparavant. C'était le signal. Le grand dévoilement allait commencer. La nuit en question, reprit-il, était une nuit de lumières tamisées et de masques, de champagne et de chuchotements. Mais sous le scintillement, il y avait la peur. L'un d'entre vous redoutait qu'un secret longtemps gardé ne soit révélé. Il fit un pas en avant, ses souliers résonnant doucement sur le parquet. Cette peur ne venait pas d'un crime unique, non. C'était une peur nourrie par des anneaux de faute, de trahisons minuscules, de secrets thésaurisés comme des trésors. Ses yeux s'arrêtèrent brièvement sur Lady Honoria, qui pâlit, mais il poursuivit, avant qu'elle n'ouvre la bouche. « Vous avez tous menti, cela ne fait aucun doute. Les alibis se sont effondrés, les motifs sont apparus, et chaque bougie de cette maison a raconté son histoire. » Il fit lentement le tour de la table, s'attardant sur la main tremblante de Sir Giles, les poings serrés de Liliane et le front moite de Lionel. « Alors je vous pose la question, mes amis. Pourquoi une famille, ayant tant à perdre, choisit-elle la lueur vacillante des bougies plutôt que l'éclat franc de l'électricité? » Il laissa sa voix retomber presque en un murmure. « Parce que la lumière des bougies ne révèle pas seulement, elle dissimule. » Sur ces mots, Poirot recula jusqu'à la tête de la table, joignit élégamment les mains et afficha son sourire félin si familier. « À présent, ôtons les ombres. » Une par une. Il se tourna vers Sir Giles, qui restait raide comme un piquet, les doigts tambourinant un rythme irrégulier sur le bois poli. Les bougies vacillaient, projetant des ombres sur son visage, accentuant la crispation de sa mâchoire et les perles de sueur qui luisaient à sa tempe. « Sir Giles, » commença Poirot d'un ton presque compatissant, « il n'est pas facile d'entretenir une maison d'une telle envergure. Le toit,
Il fuit. Les domestiques, toujours à payer. Et la terre, elle ne produit plus comme autrefois. Giles hocha la tête, sec. Où voulez-vous en venir? Poirot joignit les mains devant lui. Mon cher, le point est celui-ci. Votre situation financière, elle n'est pas seulement inconfortable, elle est désespérée. Dettes, hypothèques, créanciers qui frappent à la porte. Tout cela, vous l'avez masqué derrière une façade de dignité héritée. Tous les domaines traversent des périodes difficiles, grommela Giles. Ah, mais oui, s'exclama Poirot en levant un doigt. Mais tous les domaines ne viennent pas avec une sœur fortunée, une héritière qui contrôlait un fonds pouvant vous sauver. Si elle avait choisi de le faire. La bouche de Giles se crispa. Vénétia n'avait aucune intention de m'aider. Justement, Poirot adoucit la voix. Et alors, l'esprit, il commence à calculer. Si Vénétia disparaissait, sa fortune reviendrait un jour à son frère, n'est-ce pas? Les jointures de Giles blanchirent. C'est scandaleux. Mais voyez-vous, Sir Giles, c'est la vérité. La disparition mise en scène, les allusions vagues à une fugue romantique, ce ne sont pas les actes d'une femme amoureuse, ce sont les inventions désespérées d'un homme accablé de dettes. « Je ne l'ai pas tué !» cracha Giles. Poirot s'inclina légèrement. « Je ne dis pas que vous l'avez tué, mon ami, mais vous avez vu une opportunité, et lorsqu'on est acculé, on ne questionne pas trop longtemps l'opportunité qui se présente. » Sans attendre, Poirot porta son attention sur Lady Honoria, dont la contenance s'était lentement effritée depuis le début de la soirée. Elle se tenait droite, les lèvres si fermement pincées qu'elle semblait avoir disparu. À ses côtés, Lionel Chase fixait obstinément la table, évitant tout contact visuel. « Lady Honoria, » dit Poirot doucement, « la relation entre une belle-mère et sa belle-fille peut être complexe, n'est-ce pas ?» Lady Honoria esquissa un sourire crispé. Il y avait des tensions, c'est certain. En effet, les yeux de Poirot brillèrent, surtout après que Vénétia a découvert votre liaison. Une liaison avec nul autre que M. Lionel Chase. La tête de Lionel se redressa brusquement, ses lunettes glissant sur son nez. « C'est absurde, vraiment. » Poirot haussa les sourcils. Un notaire respectable, travaillant de près avec les affaires familiales, souvent en confidence avec Lady Honoria. Rien d'étonnant, en somme, mais que Vénétia découvre cette indiscrétion, cela aurait été gênant, non? Vénétia n'avait aucune preuve, lança Lady Honoria, la voix brisée. « Ah, madame, mais elle en avait. » Poirot leva le croquis de la bougie. Ceci, voyez-vous, était son indice, sa manière de dire qu'elle vous avait vus tous deux, à la lumière des bougies, sur la terrasse. Vos gestes étaient trop familiers, vos voix trop douces. Un silence oppressant s'abattit dans la salle. Les mains de Lionel tremblaient. Nous voulions seulement la distraire ce soir-là, l'éloigner du plan de Sir Giles. Nous ne pensions pas qu'elle disparaîtrait. Le regard de Poirot s'affila. Et alors, vous avez conspiré, une danse de lumière et de chuchotement, pour convaincre Vénétia que vous souteniez son projet de fugue. Vous lui avez envoyé des billets. Vous avez placé l'épingle de cravate pour brouiller les pistes. Les épaules de Lady Honoria s'affaissèrent. Nous pensions que si elle croyait Lionel de son côté, elle se confierait à lui. Et nous pourrions la gérer. La gérer? La voix de Poirot se durcit. Madame, on ne gère pas la vérité. On ne fait que la retarder. Poirot se posta devant le candélabre, les yeux plissés, tandis qu'il observait les coulées de cire qui s'étaient formées à sa surface. La pièce était devenue étrangement silencieuse, comme alourdie par la tension ou par l'odeur électrique d'un orage imminent.
J'avais remarqué la cire plus tôt, mais c'est Poirot qui avait vu le motif subtil qu'elle formait. Une série de marques irrégulières, certaines discrètes, d'autres marquées, qui suggéraient de bien plus qu'un simple écoulement aléatoire. « Mon ami, » dit Poirot en se tournant vers moi, les yeux brillants, « vous l'avez vu, n'est-ce pas, le message dissimulé dans la cire ?» Je regardais les bougies. Un message. « Poirot, je crains de ne pas suivre. » Poirot sourit. Ce sourire exaspérant et omniscient. « Mais si, Hastings, tout est là, comme un puzzle qui attend d'être résolu. Voyez-vous, quand une bougie se consume, elle ne laisse pas tomber la cire au hasard. Non, ces gouttes forment des formes, des signes, qui parlent, si l'on sait les écouter. » Je me penchai sur la cire, mais restais totalement perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est qu'un tas de cire fondue. » Les lèvres de Poirot tressaillirent, amusées. « C'est un désordre, oui, mais aussi un message. Regardez bien, Hastings. La cire, la manière dont elle tombe, ces gouttes ne sont pas accidentelles, elles forment un code. » « Un code ?» répétai-je, intrigué malgré moi. Poirot traça doucement un des motifs du doigt. « Ceci, mon ami, n'est pas un accident. C'est du morse, la manière de Vénétia de nous dire quelque chose, lorsqu'elle a vu le candélabre déplacé de la salle de bal à l'escalier des domestiques. Elle a su que la lumière, la cire, révélerait son secret. C'est là son indice. » Je fronçai les sourcils. « Du morse ? Mais que dit-il » Le sourire de Poirot s'élargit. « En effet, la vraie question est, qu'essayait de nous dire Vénétia ? Elle avait prévu d'échapper à sa propre famille, de disparaître sous le couvert de la nuit. Mais elle craignait la vérité, alors elle nous a laissé le seul indice qu'elle le pouvait, à la vue de tous. » Il leva les yeux vers l'assemblée réunie autour de la table. « Je n'ai aucun doute, c'était bien le plan de Vénétia, mais il a été contrecarré, non par un étranger, mais par ceux-là même en qui elle avait le plus confiance. » Alors que Poirot poursuivait, je sentis un changement soudain dans l'atmosphère. La pièce semblait plus froide, la tension s'intensifiant à chaque mot. Puis, comme si le moment avait été minutieusement chorégraphié, Poirot tourna son regard vers Lilian Grant. Elle était restée silencieuse jusque-là, les doigts crispés sur le bord de sa chaise, les yeux baissés. La voix de Poirot se fit douce. « Mademoiselle Lilian, vous êtes restée muette, mais la vérité, elle doit venir de vous, maintenant. » Lilian sursauta, le visage pâle. « Je ne comprends pas, » répondit-elle, la voix tremblante, en levant les yeux vers Poirot. « Vous avez été la dernière à suivre Vénétia cette nuit-là, » dit Poirot avec douceur. « Mais que s'est-il passé après ? Qu'avez-vous vu ?» Les lèvres de Lilian frémirent. « Je ne l'ai plus vue ensuite, » dit-elle rapidement, mais quelque chose dans sa voix la trahissait. « Je vous jure, je ne lui ai rien fait. » Poirot s'approcha d'elle. « Vous ne vouliez pas lui faire de mal, mais votre jalousie, elle a obscurci votre jugement. Vous étiez consumé par elle, et dans ce moment de folie, il y a eu un accident. » Un silence inconfortable tomba dans la pièce, et je sentis un nœud se former dans mon estomac. « Quel accident ?» demandai-je, redoutant déjà la réponse. Poirot regarda Lilian droit dans les yeux, son regard perçant. « Le candélabre, mademoiselle, c'est vous qui l'avez déplacé, c'est vous qui l'avez heurté, provoquant sa chute. La cire, le sang, tous deux étaient là, pour que nous les voyions. Mais la vérité, elle, était cachée dans les ombres. Vous pensiez qu'elle s'était enfuie. Vous pensiez qu'elle était en sécurité. » Le visage de Lilian se vida de toute couleur. Sa voix s'éteignit. « Non, je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu. » La voix de Poirot resta calme,
mais empreinte d'une finalité glaciale. Vous l'avez frappé avec le candélabre, vous l'avez assommé, et dans votre panique, vous avez voulu mettre en scène sa disparition. Vous aviez peur de ce qu'elle pourrait révéler, peur de ce qu'elle savait sur votre passé, sur votre secret. Liliane s'effondra, ses mains tremblantes. Je ne voulais pas que quelqu'un découvre ce que nous avions fait. La voix de Poirot s'adoucit, mais ses mots furent tranchants comme la lame d'un rasoir. Votre jalousie, mademoiselle, vous a poussé à ne penser qu'à vous. Mais voyez-vous, la disparition de Vénétia n'était pas un plan d'elle, c'était votre erreur, un accident, né de la colère et de la peur. La pièce devint totalement silencieuse, alors que la vérité frappait chaque esprit. Le regard de Poirot s'attarda sur Sir Gilles, qui restait assis, raide et livide, serrant encore son verre, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'écrouler. Mais je voyais déjà que Poirot avait préparé le terrain. Il était prêt à dévoiler la nature réelle du complot savamment orchestré par Sir Gilles. « Vous voyez, mon ami, » dit Poirot, la voix empreinte d'une intensité silencieuse. La vérité était cachée sous des couches de tromperie. Sir Gilles avait toutes les raisons de vouloir Vénétia hors du tableau, mais son plan n'était pas un plan de violence. Il était bien plus insidieux. Gilles, le visage tressaillant de nervosité, semblait pressentir ce que Poirot allait dire. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » marmonna-t-il. Poirot hocha la tête, pensif. « Vous avez voulu exploiter la confusion, Sir Gilles, la confusion créée par la disparition, et le chaos autour de l'héritière perdue. Vous l'avez utilisée comme couverture parfaite pour faire accuser Monsieur Lionel Chase. Je vis la révélation heurter Sir Giles de plein fouet. Sa main trembla, renversant quelques gouttes de brandy sur la table. Non, vous n'avez aucune preuve. Le visage de Poirot resta impassible. Ah mais si, j'en ai, Sir Giles. Vous, monsieur, avez voulu nous faire croire que l'épingle de cravate de Lionel avait été placée dans sa poche par quelqu'un d'autre, mais vous avez négligé un détail, le labyrinthe du jardin. C'est là que le corps de Vénétia avait été dissimulé, caché en pleine vue. Quand la confusion est devenue trop grande et que les soupçons pesaient trop fortement sur Lionel, vous avez profité de l'occasion pour déplacer son corps, l'enterrer dans le labyrinthe et créer ainsi une parfaite illusion de disparition. Sir Giles bondit de sa chaise. « Vous êtes fou! Je ne l'ai pas tué ?» Poirot leva la main, le réduisant au silence. « Non, monsieur. Mais vous avez laissé la peur et l'opportunité guider vos actes. La panique de cette nuit-là, les ombres mouvantes, le déplacement du candélabre, la cire mal placée, tout cela fait partie du plan que vous avez tissé. Un plan destiné à rejeter la faute sur un autre, tout en masquant votre propre culpabilité. » Sir Giles chancela, et je vis dans ses yeux cette panique que seule la vérité mise à nu peut provoquer. Poirot l'avait acculé, exposé, pris au piège de sa propre machination. Les yeux de Poirot brillèrent d'une satisfaction tranquille, alors qu'il se tourna vers les autres suspects. « Et maintenant, nous en venons à la question de la seconde lettre, » dit-il, sa voix résonnant comme une sentence. « Celle qui mettait en garde contre l'homme à l'épingle de cravate en argent, » dis-je, reliant enfin les morceaux. On pensait tous qu'il s'agissait d'une menace, venant du meurtrier. Poirot esquissa un petit sourire entendu. « Ah, Hastings, vous raisonnez comme tout le monde, mais la vérité, elle était bien plus simple et bien plus maligne. Cette seconde lettre, elle n'a pas été écrite par le meurtrier. Elle a été écrite par Vénétia elle-même. » Je le regardais, stupéfait, tentant de digérer ce nouveau rebondissement. « Vénétia? Mais pourquoi ?»« Parce que,
expliqua Poirot avec douceur. Vénétia soupçonnait le complot contre elle. Elle savait que sa propre famille pourrait se retourner contre elle. L'épingle de cravate en argent était un symbole de confiance, quelque chose qu'elle savait que Sir Giles ne pouvait manipuler. Elle nous a avertis. Elle nous a tous avertis, sans que nous le comprenions. C'était un coup de maître, je dus l'admettre. Vénétia avait préparé le terrain de sa propre disparition, sachant que la lettre fournirait un indice sur son sort. Et même dans ce moment de danger, elle avait fait preuve d'une intelligence bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Poirot se tourna à nouveau vers le candélabre, ses yeux suivant les ombres projetées sur les murs. « Vous voyez, Hastings, il ne s'agissait jamais des bougies elles-mêmes. Non, non. » Il sourit, un sourire rusé et complice. Les bougies, elles n'étaient qu'un outil. Ce qui comptait réellement, c'était la manière dont leur lumière dissimulait la vérité. Je fronçai les sourcils. Dissimuler? Je ne comprends pas. Poirot, que voulez-vous dire? Poirot fit un pas en avant, désignant le grand lustre suspendu au-dessus de nous. La lumière des bougies, Hastings, n'a jamais été la révélation. Elle était la distraction. Quand les flammes vacillaient, que les ombres bougeaient, cela permettait à Sir Giles, Lady Honoria et Lionel d'agir sans être vus. Le labyrinthe d'ombres a couvert les vrais déplacements, les vrais actes. Je commençais à saisir. Vous voulez dire que ce qui s'est passé dans le jardin n'était pas un accident? Exactement. La voix de Poirot vibrait presque de triomphe. C'était prémédité. Les ombres ont caché la vérité sur les gestes de Liliane, tout comme elles ont dissimulé la nature réelle du crime. Le projet de fuite de Vénétia a été déformé par ceux qui lui étaient les plus proches. Leur jalousie, leur peur ont tout obscurci. Le véritable crime, expliqua Poirot, résidait dans les vérités cachées, celles dissimulées par la lumière vacillante, celles que les ombres avaient effacées de notre vue, et désormais, enfin, tout était illuminé. Les derniers mots de Poirot résonnèrent dans la pièce, et je sentis le poids de son raisonnement tomber sur chacun de nous. « Vous voyez, mes amis, dit-il doucement, ceci n'a jamais été un simple crime de passion ou d'avidité. Non, c'était une toile psychologique, tissée de culpabilité, de peur et de jalousie. » Il regarda tour à tour chacun des suspects, son regard implacable. Chacun de vous a été poussé par quelque chose. La peur d'être exposé, le besoin d'argent, le désir de contrôler Vénétia. Et ce faisant, vous avez créé une illusion collective du crime, une illusion qui vous a trompé vous-même. Sir Giles, Lady Honoria et Lionel restaient muets, le poids des paroles de Poirot pesant sur leurs épaules. Leur motivation, autrefois soigneusement cachée, était désormais à nu. « Et celle qui a le plus souffert de tout cela, demanda Poirot, c'est Vénétia elle-même, prise entre loyauté familiale et désir de liberté. Et à la fin, elle a payé le prix des erreurs des autres. Je ressentis une pointe de tristesse pour cette jeune femme, piégée dans cette toile, une femme qui avait espéré échapper à son monde et qui s'était retrouvée emprisonnée dans un enchevêtrement de mensonges et de trahisons. Poirot marqua une pause, sa voix s'adoucissant. La culpabilité, Hastings. La peur et la culpabilité ont ce pouvoir étrange de tordre l'esprit humain. Et au final, ce n'est pas toujours le crime lui-même qui détruit. Ce sont les mensonges qu'on se raconte pour le couvrir. Sir Giles se tenait devant Poirot, les épaules voûtées, le visage blême. Il était clair que le poids de la vérité avait finalement brisé ses défenses. Lui, l'homme de privilège, habitué à manipuler les règles à son avantage, se retrouvait maintenant nu, vidé de toute assurance. « Je ne voulais pas que ça aille si loin, » confessa-t-il, la voix tremblante.
La disparition de Vénétia. Ce n'était pas censé être une disparition. Elle était devenue difficile. Les dettes s'accumulaient, et la pression, elle devenait insupportable. Poirot hocha lentement la tête. Alors vous avez orchestré sa disparition, afin de faire en sorte que sa fortune vous revienne. Une manœuvre habile. Mais dites-moi, Sir Giles, comment comptiez-vous la faire disparaître quand elle ne l'était jamais vraiment? Giles déglutit difficilement. C'était Lionel Chase, vous voyez. Il était le coupable idéal. J'ai glissé l'épingle de cravate dans sa poche. J'ai laissé des signes de sa présence près du candélabre. Je pensais qu'en créant suffisamment de confusion, tout le monde le croirait coupable, et que toute cette histoire se refermerait sur lui. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Poirot pencha la tête, l'étudiant avec ce mélange d'empathie et de logique qui lui était propre. Non, Sir Giles, votre plan était voué à l'échec dès le départ. Vous avez peut-être manipulé les événements, mais la vérité, elle, attendait patiemment d'être révélée. Vous allez m'arrêter, n'est-ce pas? Murmura Sir Giles. Poirot esquissa un mince sourire. Ah, mon ami, je ne vous arrêterai pas pour meurtre, non, mais pour obstruction et fraude, oui. La justice suivra son cours. Le reste, la vraie culpabilité, ce n'est pas à moi d'en juger. Tandis que la confession planait encore dans l'air, Poirot reprit la parole, sa voix claire et posée. Il avait toujours été un homme de méthode, son esprit, un labyrinthe entre intuition et calcul. Et à présent, il s'apprêtait à tirer le rideau final sur toute cette affaire. « Vous voyez, mon ami, dit-il en s'adressant à nous tous, le crime n'a jamais été aussi simple qu'il y paraissait. Dès le début, je savais qu'il y avait quelque chose de plus. » Il désigna la table, où la confession de Sir Giles reposait encore entre nous. Les indices, voyez-vous, étaient infimes, des pièces d'un puzzle éparpillées sur la scène. Mais c'est le comportement, les gestes inconscients, qui ont raconté la véritable histoire. Poirot se tourna d'abord vers Lady Honoria, ses yeux se plissant en se remémorant leur première conversation. « Vous, madame, vous avez joué le rôle de la belle-mère éplorée. Mais le chagrin est rarement aussi maîtrisé. Vous avez trop bien dissimulé vos émotions. La peur d'être démasqué, elle s'écrivait sur votre visage, chaque fois que j'évoquais le nom de Lionel Chase. » Il se tourna ensuite vers Lionel Chase, qui pâlissait à vue d'œil. « Et vous, monsieur, votre confusion n'était pas feinte. Mais ce regard nerveux vers le candélabre, cette hésitation quand j'ai parlé du croquis, ce ne sont pas les réactions d'un homme qui aurait simplement quitté la fête plus tôt. Non, vous tentiez de dissimuler une erreur. » Poirot s'approcha alors de mademoiselle Liliane. « Ah, mademoiselle, vous avez suivi Vénétia, poussée par la jalousie, mais vous n'aviez pas l'intention de la blesser. C'est votre culpabilité qui vous a trahi. Votre regard vers la cire au sol, votre main tremblante à la vue du candélabre, cela m'a tout dit. Et vous, Sir Giles, dit Poirot, le regard perçant, vous pensiez pouvoir vous cacher derrière vos mensonges, mais vous aussi étiez prisonnier de vos propres peurs, la peur de tout perdre. Vous avez laissé votre culpabilité guider vos actes, pensant pouvoir dissimuler la vérité sous des couches de tromperie. » La voix de Poirot s'adoucit alors qu'il conclut son monologue. « Ce ne sont jamais les faits qui vous trahissent. Ce sont vos réactions psychologiques, vos conflits intérieurs. Ce sont eux qui m'ont indiqué le chemin. » Poirot s'approcha lentement du candélabre, ses doigts frôlant le bord où la cire avait coulé. La lumière tamisée projetait des ombres qui s'étiraient comme des doigts sur les murs. « Les bougies, mon ami, n'éteignent pas la clé, » dit Poirot, comme s'il démêlait une dernière énigme.
C'était la manière dont la lumière était manipulée, dont les ombres jouaient sur la vérité, qui a permis à la culpabilité de remonter à la surface. Il se tourna vers nous, les yeux brillants de la satisfaction du mystère résolu. La lumière des bougies, voyez-vous, était une distraction. Elle montrait une partie de la vérité, mais elle en cachait une autre. Elle permettait aux gens de bouger, d'agir, sans être vus. Quand la flamme vacillait, on bougeait, et on laissait derrière soi des traces. Poirot regarda chaque suspect, son regard acéré. Vénétia savait que la lumière pouvait brouiller la vérité. C'est pourquoi elle a laissé ces indices de manière si habile. Elle savait que les ombres, ces mêmes ombres qui masquaient son plan, finiraient par tout révéler. L'indice dans la cire, le déplacement du candélabre, la manière dont les ombres dissimulaient ce qui se passait. C'était cela, la véritable révélation. Poirot esquissa un sourire satisfait. La lumière des bougies ne faisait pas que révéler. Elle était le voile qui séparait le mensonge de la vérité. Avec l'affaire enfin résolue, Poirot s'adossa légèrement, fermant les yeux un instant, comme s'il savourait l'ultime souffle d'une symphonie achevée. Le crime, murmura-t-il, ne portait jamais sur des preuves matérielles. Il s'agissait de psychologie, de l'enchevêtrement émotionnel que chacun a tissé. La peur, la jalousie, la culpabilité, voilà les vrais coupables. Poirot rouvrit les yeux et croisa le regard de chacun. Vous avez tous cru jouer un jeu de dupes pour protéger vos secrets, manipuler ceux qui vous entouraient. Mais en fin de compte, vous avez été pris dans l'illusion que vous avez créée vous-même. Il désigna Sir Giles, Lady Honoria et les autres. La culpabilité a tordu vos pensées, la peur a déformé votre jugement. Vous pensiez que la vérité resterait enfouie, mais elle ne l'a jamais été. Elle était là, tout le temps. Elle attendait seulement le bon moment pour refaire surface. Le sourire de Poirot revint, et ses derniers mots tranchèrent dans l'air comme une lame affûtée. Et ainsi, mes amis, vous avez appris une leçon essentielle. Peu importe à quelle profondeur vous enterrez la vérité, elle trouvera toujours le moyen de remonter. Alors que les mots de Poirot résonnaient encore dans la pièce, je fus envahi par un profond sentiment d'admiration. J'avais vécu bien des enquêtes à ses côtés, mais celle-ci, c'était autre chose. J'avais été témoin de la façon dont il repérait les motifs au milieu du chaos, mais jamais encore il n'avait agi avec une telle précision, extrayant la vérité de couches aussi tordues de mensonges. Je secouai lentement la tête, incapable de cacher mon émerveillement. Poirot, je dois l'avouer, je suis sans voix, dis-je, presque avec une pointe d'excuse. Vous avez mis tout cela à nu avec rien d'autre que de petits gestes, un scintillement de lumière et les détails les plus infimes que nous aurions tous ignorés. Le sourire de Poirot était modeste, mais ses yeux brillaient d'une tranquille satisfaction. Ah, mon ami, c'est toujours ainsi. La vérité ne se cache pas dans les grands indices, ni dans les gestes théâtraux. Non, elle est dans les petites choses, les gestes subtils, les mouvements involontaires. Ce sont eux, les véritables clés, ceux qui ouvrent la porte à la compréhension. Je secouai la tête, abasourdi. Et tous ces mensonges, les indices étaient ça depuis le début. Et pourtant, vous avez su voir au-delà. Précisément, Hastings, tout le monde ment, mais tout le monde ne ment pas bien. Ce sont les mensonges mal construits qui en disent le plus. Je n'arrivais pas à y croire, la pure intelligence de ces déductions. J'étais en admiration devant cet esprit capable de démêler des toiles aussi complexes avec si peu d'éléments tangibles. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Poirot voyait toujours un chemin là où les autres voyaient un mur. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Poirot s'arrêta un instant,
jetant un dernier regard sur la pièce, son expression s'adoucissant. « Eh bien, mon ami, dit-il avec une lueur malicieuse dans les yeux, je suppose que l'affaire est close, pour le moment. Mais n'oubliez jamais, ce sont toujours les petites choses qui révèlent le plus. » Je haussai un sourcil, incertain de ce qu'il voulait dire. Les petites choses, le vacillement d'une flamme, le tremblement d'une main, la façon dont quelqu'un évite un regard. Ce sont ces détails qui déportent la vérité, expliqua Poirot, comme s'il livrait un secret vieux comme le monde. En fin de compte, c'est l'âme humaine qui s'exprime à travers ces petits gestes. Elle est toujours là, si l'on sait écouter. Je ne pus m'empêcher de sourire, encore fasciné par la finesse de son intuition. Vous rendez ça si simple, Poirot, mais j'imagine que c'est là toute la magie de votre esprit. Le sourire de Poirot s'élargit légèrement. Ah, Hastings, la magie n'est qu'un autre mot pour dire compréhension. Nous allions franchir le seuil, prêts à affronter l'air vif du soir, lorsque la porte s'ouvrit brusquement, et une troisième lettre glissa sous le battant. Son seau de cire était sans équivoque, le même seau en forme de bougie que les lettres précédentes. Poirot s'arrêta net, les yeux plissés, ramassant la lettre entre deux doigts, avec une délicatesse presque rituelle. Elle n'était pas signée, mais le message était limpide. Le véritable cerveau observe peut-être encore depuis l'ombre. Il leva les yeux vers moi, le visage indéchiffrable. Il semble, Hastings, que la partie ne soit pas encore terminée. Un frisson me parcourut l'échine, alors que Poirot glissait la lettre dans sa poche, son regard fixé sur l'horizon assombri. Nous restâmes là, tous deux debout dans le hall à présent, silencieux, le poids de l'affaire semblant enfin retomber de nos épaules. Et pourtant, ce que je comprenais plus que jamais, c'est que le véritable génie de la méthode de Poirot ne résidait pas dans les faits seuls, mais dans sa capacité à percer les contradictions de la nature humaine. Du plus petit geste à la plus brève hésitation, il avait démêlé une toile complexe de mensonges, de motifs et de peurs, révélant la vérité là où les autres n'avaient vu que confusion. La vérité, dit Poirot dans un sourire satisfait, finit toujours par éclater, Hastings, peut-être pas immédiatement, mais toujours. Vous voyez, ce sont les plus petits détails, ceux que l'on néglige trop souvent, qui trahissent toujours la conscience coupable. Je ne pouvais qu'acquiescer. Une fois encore, Poirot avait prouvé qu'aucun crime, si habilement maquillé soit-il, ne pouvait lui échapper. La vérité, telle une lumière dans l'obscurité, finit toujours par trouver son chemin, même à travers les ombres les plus épaisses. Je le regardais avec admiration. « Vous rendez ça si simple, Poirot. » Son sourire s'élargit. « Ah, Hastings, c'est simple. Il faut seulement un peu d'observation et beaucoup de patience. Maintenant que le mystère est résolu, nous avons une question pour vous, chers spectateurs, aux yeux de lynx. Quel a été, selon vous, l'indice le plus important qui a permis à Poirot de percer la vérité sur la disparition de Vénétia? Était-ce la cire fondue, les ombres, ou bien autre chose? Dites-le nous en commentaire, nous serions ravis de connaître vos théories. Si vous avez apprécié cette enquête d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous aide à faire vivre chaque jour de nouvelles histoires palpitantes. Restez à l'écoute, car d'autres mystères brillamment résolus par Poirot arrivent très bientôt. Et croyez-nous, vous ne voudrez pas en manquer un seul. À bientôt, mes amis. Continuez d'observer, continuez de déduire. Et souvenez-vous, la vérité n'est jamais qu'à un indice de distance.